Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien déjà. Si quelqu'un peut mettre un petit message dans le chat pour savoir si, vous m'entendez bien, si vous voyez bien la présentation pour qu'on puisse, démarrer. Merci Marie. Du coup, merci d'être là pour ce webinaire. Moi rapidement, je suis Tiffany, la responsable marketing de Cherry-Pick. Cherry-Pick, on est une plateforme qui met en relation, les freelances, de la tech et la transfo digitale avec, les clients finaux. Donc on se charge de vous trouver des missions qui vous correspondent, en fonction de vos compétences, mais aussi de vos envies et de votre personnalité. Et on a créé notre, MixLab, à la rentrée pour que vous puissiez plus facilement, échanger, avoir plus facilement des webinaires récurrents pour avoir des infos sur votre vie d'indépendant, mais aussi sur vos métiers. Et c'est surtout, du coup, pour la partie métier qu'aujourd'hui on a invité, Thibaut, pour aborder le sujet de l'agilité et du cycle en V. Donc je vais laisser, Thibaut, se présenter, mais n'hésitez pas à poser des questions, sur le chat ou dans l'onglet questions et bon webinaire, mais merci d'être là. Merci Tiffany. Bonsoir à tous. Donc effectivement, je m'appelle Thibaut. Aujourd'hui, je suis directeur de la transformation des opérations chez Solocal. Donc concrètement, mon rôle, c'est de m'assurer qu'on assure la bonne transition du groupe vers notamment un modèle d'abonnement qu'on a initié en 2018. Et donc, avec tout ce que ça implique, à la fois des changements organisationnels, mais aussi des changements d'outils et de techno. Tout en travaillant main dans la main avec toutes les équipes médias qui, elles, ont comme scope de transformer un média qu'on connaît tous et qu'on utilise plus ou moins, mais qui est les pages jaunes, média historique. Je suis dans ce rôle-là depuis à peu près 1 an et demi. Et dans le cadre de ce rôle-là, je me suis heurté à une problématique qui est la problématique que je vous propose d'aborder ce soir, qui est notre capacité à pouvoir assurer la priorisation transverse quand on fonctionne en agile, mais qu'on a aussi un peu de cycle en V. Concrètement, la question à laquelle je vous propose ma réponse, une réponse, un début de réponse, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour permettre à une organisation complexe d'assurer la priorisation de ses projets et l'évolution de son organisation tout en restant agile et dans une dynamique agile. Je me pose cette question depuis un peu plus d'1 an et demi parce que déjà, je me rends compte, et comme probablement certains d'entre vous, que l'agilité à l'échelle, c'est quelque chose qui est compliqué aujourd'hui pour les organisations et principalement les grands groupes à mettre en œuvre, que ces organisations elles-mêmes ont déjà des challenges qui sont de prioriser les bons projets pour assurer leur développement ou leur transfo, et évidemment que l'alignement entre les évolutions des systèmes, des outils, des plateformes et des organisations n'est pas toujours chose aisée. Du coup, pour être sûr qu'on se parle bien de la même chose, et je vous rassure, je vais pas lire tout ce que j'ai écrit, c'est plutôt histoire d'avoir deux, trois éléments de support. Moi, je constate aujourd'hui qu'il y a une différence assez importante entre les organisations, et je me rends compte que finalement, beaucoup d'organisations rentrent dans finalement deux modèles. Le premier, c'est l'organisation classique, on l'associe souvent aux grands groupes. C'est plutôt une organisation dans laquelle il y a des systèmes qui ont été créés pour soutenir l'activité de l'organisation, l'activité humaine. Donc, c'est des systèmes souvent multiples, avec des fronts et des back-office qui sont pas toujours intégrés, qui sont démultipliés en fonction des offres, en fonction des produits, en fonction des activités. Et puis, on a aussi, dans toute cette complexité, beaucoup de systèmes maison et de systèmes historiques. C'est un peu le legacy dont on parle régulièrement. Et surtout, c'est des organisations dans lesquelles on a un métier ou des métiers parfois complexes, et une dynamique d'organisation qui est très orientée terrain, puisqu'elles se sont construites sans la technologie et finalement elles se sont outillées au fur et à mesure du temps. Du coup, les organisations techniques, elles tentent de s'adapter. Donc, elles ont bien commencé déjà, en passant, par exemple, à l'agile. C'est dans ces dernières étapes de passage à l'agilité où elles se retrouvent parfois un petit peu challengées. Mais ce que je retiens de ce premier modèle, c'est que c'est résolument des organisations qui pilotent leur évolution par l'évolution, on va dire, humaine de leur activité gérée par leurs people, qui elles-mêmes entraînent des évolutions de leur système.
Et du coup, en termes de priorisation des bons projets, des grands projets, on va plutôt se concentrer sur comment est-ce qu'on fait évoluer nos équipes, nos activités, et peut-être moins sur la partie comment dire, technologique qui, elle, va finalement suivre le pli. Et la deuxième catégorie, bah, c'est un peu l'inverse. C'est plutôt des organisations qu'on aurait tendance à appeler plus modernes. Moi, je parle de plateforme, on entend souvent product centric, mais bon, il y a plein de terminologies pour décrire ça, et qui, pour le coup, elles, ont une activité qui, en général, a été créée par les systèmes qu'ils ont mis en place, par les plateformes. Donc, c'est souvent des plateformes ou des systèmes qui sont multimodaux, avec des fronts et des back-office qui sont intégrés, et c'est souvent un écosystème relativement unique, avec effectivement des ramifications, mais sur lesquelles on va plutôt, entre guillemets, brancher des outils de marché. Et je pense, par exemple, à des CRM, à des outils de gestion d'abonnement, pour ne pas le citer, à des ERP, etc. etc. Et du coup, ce que ça entraîne, c'est que ces organisations-là, elles vont faire évoluer leur plateforme, leurs services, dans une logique de self-care. Et c'est les organisations métiers, donc les people, les humains, qui, eux, vont suivre ce rythme et s'adapter en fonction des évolutions, on va dire, technologiques et de services prodigués par la plateforme. Du coup, les organisations techniques qui sont derrière, elles sont déjà presque by design agiles et modernes. Et c'est bien l'évolution de ces plateformes qui entraîne des évolutions de l'organisation par itération. Donc, on va plutôt prioriser des évolutions de features ou de fonctionnalités qui vont entraîner des évolutions d'organisation. Donc ça, c'est déjà un premier point que j'ai remarqué et qui est sensiblement différent à la fois dans l'approche de la priorisation, mais aussi dans l'approche d'exécution des projets d'entreprise pour l'atteinte des objectifs stratégiques de cette même boîte. Et en fait, vous l'aurez reconnu, hein, on a deux, je dirais, pas tellement en opposition, mais deux modes de fonctionnement un peu en miroir, avec d'un côté, qui fait référence plutôt aux organisations plateformes, un côté en agile. Donc, l'agile, bon, je ne vais pas me lancer dans une définition de ça. Il y a plein de gens qui ont écrit, théorisé sur les pratiques de l'agilité. Moi, ce que j'en retiens, c'est plutôt que on essaie de définir une cible de ce qu'on veut atteindre, avec surtout un certain nombre d'itérations pour y arriver. On chiffre des efforts métiers, des efforts tech, principalement sur les premières itérations, et puis après, on s'adapte à l'évolution de l'organisation, l'évolution du marché, et finalement, on se calque à ces évolutions-là. Ça a comme avantage d'être un processus qui est plutôt rapide en termes d'implémentation, et chaque itération nous permet de nous ajuster, encore une fois, en fonction soit de l'évolution du marché ou de l'évolution de l'organisation. Par contre, le risque, les points un petit peu comment dire, de blocage, ils vont plutôt se situer autour du fait que la vision finale, on ne l'a pas toujours clairement définie, et l'alignement à l'échelle de l'organisation, à la fois au niveau des systèmes, mais aussi au niveau des humains, est parfois assez complexe. Et du coup, on va plutôt avoir une logique de priorisation et de budgétisation, mais on en reparle après, avec un raisonnement par capacitaire. C'est-à-dire qu'on va alimenter une équipe qui va, elle, déployer et travailler sur les grands projets qui vont nous permettre d'accélérer ou de soutenir le développement ou la transformation d'une boîte. Et en miroir, en fait, on a le modèle un cycle en V qui, pour le coup, lui, va d'abord s'atteler à définir des besoins et des solutions de manière extrêmement précise et de bout en bout, et chiffrer l'intégralité des efforts, qu'ils soient métiers ou qu'ils soient tech, et des adaptations de l'organisation dans leur globalité et surtout jusqu'à la fin du projet. Donc l'avantage, c'est que effectivement, on a une vision super précise et assez globale de ce qui va être déployé. On a de facto un alignement de l'intégralité de l'organisation, aussi bien métier que tech, qui se fait avant même de démarrer le projet. Par contre, évidemment, c'est un processus d'implémentation qui est super long. Il n'y a pas d'itération, donc s'il y a des incohérences en cours de projet, on peut se retrouver dans une situation où finalement, il faut tout recommencer. Et ça, on connaît les travers du cycle en V, c'est pareil, je ne vais pas me positionner comme un expert du sujet, mais ça a été déjà décrit. Mais du coup, c'est un mode de fonctionnement où on a
plutôt un raisonnement par projet qu'on va ensuite financer. Et du coup, je parle de financement, c'est un peu le point, parce que la priorisation, elle sert finalement à orienter les financements. Donc, on rattrape juste un tout petit peu une entreprise, c'est porter, ou en tout cas, ça définit une certaine forme de vision qui se traduit la plupart du temps en une stratégie. Et cette stratégie, annuellement, elle est remise à plat, ou en tout cas ajustée, et on y accole un budget annuel, qui sont finalement les objectifs de l'entreprise, et qui sont en général, en tout cas c'est ce que chaque entreprise espère d'une année sur l'autre, qui sont plus élevés que l'année précédente. Et ce budget annuel, il est découpé en deux grandes enveloppes, hein. Il y a la partie OPEX, qui sont finalement, pour vulgariser, faire très simple, qui sont les coûts, et la partie CAPEX, qui sont les investissements. Et c'est effectivement sur cette partie CAPEX qu'il y a beaucoup d'enjeux, parce qu'on souhaite évidemment essayer de déployer un maximum de choses et de projets qui vont pouvoir contribuer à notre budget annuel et nous permettre d'atteindre les objectifs qui sont fixés par la stratégie, pour porter et donner vie à cette vision. Finalement, ça coule de source, mais ça coûte rien de le dire. Et concrètement, dans cette répartition d'enveloppe CAPEX, c'est là où on a deux modèles qui parfois s'opposent. Je m'explique. Donc, un premier modèle, et vous allez voir le lien avec toute la partie agilité, qui est plutôt un modèle capacitaire. L'objectif de ce modèle-là, c'est plutôt de soutenir des équipes, souvent des équipes de développement, par un budget, de prioriser leurs sujets, ou en tout cas leurs grands travaux sur la valeur, bien évidemment, et pour lesquels ils vont avoir une variable d'ajustement, si on prend la pyramide qualité-coût-délai d'un projet, qui va plutôt se tourner autour du délai. Pourquoi? Parce que, évidemment, l'enveloppe de CAPEX, c'est une enveloppe qui est finie, qui est bordée, donc c'est pas là-dessus qu'on va intervenir. Et pour la pertinence de l'argument que j'essaie de faire, j'essaie de partir du principe que la qualité n'est pas impactée. Donc c'est le délai. Et souvent, on a coutume de dire que jouer sur le délai va potentiellement retarder les choses qu'on met en œuvre, mais va avoir l'avantage de pouvoir délivrer systématiquement le même niveau de qualité des projets qu'on sort à des coûts fixes. Et on a parallèlement un raisonnement plutôt en mode projet. Et donc, je reviens juste sur le capacitaire. Finalement, c'est ça que l'agilité a apporté dans les organisations. Versus un mode de raisonnement un peu plus old school, entre guillemets, qui était plutôt par projet, où là, on soutenait via des investissements des projets. On priorisait bien évidemment sur la valeur que ces projets allaient apporter, mais pour le coup, on avait une variable d'ajustement qui était différente. Plutôt que les délais, et encore une fois, plutôt que la qualité, on allait potentiellement devoir jouer sur les coûts. Et pourquoi? Tout simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, le mode de gestion de projet en mode cycle en V, il a cette contrainte, ou cet écueil que en fonction des différents mouvements et des différents changements à la fois de l'organisation, extérieure à l'organisation, on va s'adapter, c'est compliqué. Et si on n'a pas réussi à anticiper l'intégralité des potentiels changements, on va devoir adapter la seule variable qu'on peut adapter, hein, sans toucher bien évidemment au délai, c'est les coûts. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas toucher au délai quand on raisonne en mode projet? C'est parce qu'on finance un projet sur une année ou sur plusieurs années, et on n'a pas envie de le voir dévier. Donc nécessairement, la seule variable d'ajustement, c'est les coûts. Mais se rajoute à ça un truc que, pour le coup, l'Agile a bien compris, hein, c'est que renforcer, c'est-à-dire allouer des ressources supplémentaires à un projet ou à une équipe, ne veut pas nécessairement dire plus de rapidité ou plus de qualité. C'est pas parce qu'on a plus de devs, pour faire une analogie un peu simple, qu'on va être en capacité de pouvoir délivrer plus vite. Parce que il y a la courbe d'apprentissage à pouvoir comprendre le système et les environnements quand on onboard des nouvelles personnes sur un projet. Et il y a tout un tas d'autres problématiques, d'ailleurs, dans lesquelles je ne vais pas forcément rentrer, mais qui pilotent un peu cette partie-là. Donc, juste en synthèse, le raisonnement par capacitaire, la variable d'ajustement, c'est le délai. Le raisonnement par projet, la variable d'ajustement, c'est les coûts. Et c'est en général deux modèles qui s'opposent. Et ça a été un peu
comment dire, ce qui m'a alerté quand je suis arrivé chez Solocal, mais c'est des problématiques que j'avais vues avant et par ailleurs, c'est comment est-ce qu'on arrive à réconcilier les deux visions, sachant qu'on a plutôt d'un côté l'agilité qui pousse vers un raisonnement capacitaire et de l'autre, une gestion de projet qui est souvent nécessaire pour bien aligner les organisations, qui du coup nous pousse par un raisonnement plutôt en mode projet. Typiquement, ces deux modèles, ils sont en opposition, comme je le disais, parce que l'organisation, donc d'un côté et de l'autre, elle est plutôt en mode classique versus en mode plateforme, et que la priorisation, comme je le disais au début, se fait de manière différente en fonction des deux modèles. Donc, on va plutôt, dans un cas, prioriser ou en tout cas penser l'évolution de l'organisation avec l'évolution de ses équipes et de ses activités, donc finalement de la partie humaine, j'ai tendance à dire, versus une évolution de produits ou de services, de features, de fonctionnalités, qui vont du coup driver un raisonnement et des méthodos complètement différentes. D'un côté, c'est un peu ce que je disais, hein, c'est un peu la synthèse, projet versus capacitaire et cycle en V versus agilité. Et bien sûr, les risques, comme j'en parlais juste avant, c'est assurer le rapport qualité-coût à l'issue du déploiement des projets dans le cadre d'un mode un peu plus classique, versus assurer l'évolution des organisations en parallèle des systèmes. Parce que si on n'est pas capable d'aligner les organisations à la même vitesse qu'on fait évoluer les systèmes dans le cadre de l'agilité, eh ben on loupe finalement des éléments et on se retrouve dans des situations un peu, parfois un peu cocasses et surtout qui peuvent être un vrai, comment dire, une vraie marque une vraie insatisfaction et une vraie déception, je veux dire, de la part des clients qui utilisent ces fonctionnalités-là. Du coup, après avoir travaillé sur ce type de problématique pendant pas mal de temps, ça fait maintenant plusieurs années, je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de clés qui allient en fait les deux modèles pour essayer de garantir un maximum le succès, donc à la fois des projets d'un point de vue humain, d'un point de vue évolution des organisations et des activités, et à la fois d'un point de vue tech. Pour moi, le premier levier, finalement la première étape, c'est d'être en capacité de définir très, très finement les projets d'évolution qu'on souhaite faire ou les projets de transfo qu'on souhaite faire et que dans leur design, ils aient d'ores et déjà une vision long terme. C'est-à-dire qu'on soit capable de définir en amont à la fois les objectifs, les impacts, ce que ça va apporter et comment ça va contribuer à l'atteinte des objectifs de la stratégie de la boîte. Et ça, pour le coup, c'est un raisonnement qui est plutôt projet, qui est plutôt cycle en V, je dirais. Le deuxième gros point que j'ai identifié, c'est justement cette nécessité de pouvoir lotir chacun de ces projets, de ces programmes en itération, qui chacune vont apporter de la valeur pour soutenir les objectifs stratégiques, mais qui vont être déployés du coup dans un délai plus maîtrisé. Et là, on est plutôt sur une logique de capacitaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va organiser à la fois nos équipes, mais surtout organiser l'alimentation de ces équipes sans les surcharger pour pouvoir délivrer ces itérations et finalement se cadrer sur une année donnée plutôt à délivrer les lots qu'on aura définis. La troisième brique, c'est effectivement de pouvoir prioriser ces différents projets, programmes, mais surtout ces différents lots à l'intégralité de l'échelle de l'organisation pour assurer justement adéquation entre évolution des activités et des humains et l'évolution des systèmes. Et typiquement, ça va être de pouvoir se coordonner entre les directions métiers, les directions product, et pouvoir séquencer tous ces travaux et tous ces lots afin que la charge de toutes les équipes qui travaillent sur ces différents projets qui ont plein de ramifications soit bien cadrée, évidemment en laissant la possibilité de pouvoir s'adapter au fur et à mesure du temps, mais soit bien cadré pour déterminer les bonnes enveloppes et les bons financements qui vont avec ces différents lots. Et là, on est à nouveau plutôt sur une logique projet, plutôt cycle en V. Et enfin, la dernière étape, c'est de faire des choix, donc de faire des sortes de go-no-go sur le démarrage ou non de chaque itération, à la fois en fonction des budgets, également en fonction des priorités et de la stratégie d'entreprise qui elle-même peut évoluer au fur et à mesure du temps et également sur une année donnée. C'est aussi lié à des difficultés qu'on pourrait rencontrer. Et là, on retombe un peu sur nos pieds avec une logique
plus capacitaire, donc plus agile, où on va être capable de s'adapter en temps réel à ce qui se passe à la fois au sein de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise. Et l'idée, c'est qu'évidemment, ce processus avec ces 4 grandes briques, hein, en tout cas que je propose, on a besoin de le réitérer en continu. Donc évidemment, en première étape, par souci d'exercice budgétaire, au début de chaque année, mais également au fur et à mesure du temps. Donc à chaque trimestre, à chaque semestre, ça, chaque organisation est maître et décide de comment elle décide de s'adapter. Mais effectivement, on doit pouvoir se reposer la question de savoir qu'est-ce qui est prioritaire à un instant T, qu'est-ce qui est loti pour le moment, qu'est-ce qu'on a besoin, de quoi on a besoin pour soutenir l'évolution de nos activités, de nos people, et en même temps, de quoi a-t-on besoin pour soutenir l'évolution de nos systèmes. Donc concrètement, l'exemple de Solocal, hein, et mon challenge depuis un peu plus d'un an et demi, ça a été de faire un pont entre les deux mondes. Pourquoi? Parce que Solocal, comme beaucoup de groupes, c'est une entreprise qui s'est retrouvée, qui est une entreprise historique sur laquelle il y a évidemment un legacy très lourd, donc avec plein de systèmes, beaucoup de systèmes maison qui sont aujourd'hui un peu has-been, ou en tout cas qui répondent plus tout à fait à nos enjeux, à la fois d'agilité d'un point de vue marché, mais aussi de d'efficience au niveau du fonctionnement de l'entreprise, et de coupler à ça les différentes transformations qu'on a besoin de mener, à la fois au niveau métier, c'est-à-dire les équipes, leurs activités et les personnes qui exercent ces activités, mais également au niveau un peu plus global, un peu plus macroscopique, qui est le changement de business model qu'on a subi et qu'on est toujours en train d'accompagner, qui est le passage d'un modèle de renouvellement à un modèle d'abonnement. Et typiquement, ça s'est fait, là je vous ai mis quelques exemples en fait de support, mais ça s'est fait par cette logique que je vous ai proposée en 4 étapes renouvelées, avec bêtement des jalons et des documents clés. Pourquoi? Et surtout harmonisés au sein de l'organisation. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que, et moi je m'en suis rendu compte très vite, qu'il y avait une perception qui est de dire que si les équipes tech sont passées en mode agile, alors l'intégralité de l'organisation est en capacité de pouvoir passer en mode agile. Et que finalement, notre vélocité à pouvoir délivrer des évolutions d'outils et de plateformes devait entraîner la même vélocité à pouvoir adapter nos organisations. Or, c'est là qu'on s'est retrouvé face à une grande difficulté, hein, qui est qu'effectivement, les organisations et les people ne peuvent pas toujours évoluer aussi vite que les systèmes. Et d'ailleurs, ce qui était rigolo de constater, c'est que parallèlement, quand on était en capacité de pouvoir faire évoluer des organisations et des people et des activités, on n'était pas toujours en capacité de pouvoir le faire à la même vitesse que nos systèmes. Donc finalement, des deux côtés de ces deux mondes a dû naître un dénominateur commun, et ça a été cette logique d'alterner entre la vision projet, ou la mécanique projet, et la mécanique agile, et de pouvoir raisonner à la fois en mode capacitaire et en même temps en mode projet. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail de ce qui a permis d'aider à faire ça, hein, un des premiers points, ça a été d'aligner sur une documentation très basique l'intégralité de l'organisation sur la définition des projets. Et ça s'est fait via l'utilisation d'un doc qui a été adapté, que j'ai adapté, qu'on a appelé le mandat projet, et qui finalement permet d'avoir une définition commune de chacun des projets et chacune des évolutions qu'on souhaite amener dans l'organisation, basée sur Prince2 et le business Canva. Donc très simplement, c'est à la fois la définition des objectifs, le scope d'impact, à la fois sur les équipes métiers et sur les équipes tech, les KPI qu'on cherche à challenger, qu'on cherche à améliorer, ce qui est vital pour qu'on y arrive, et effectivement toute la partie coût-bénéfice et la partie ROI de chacun de ces projets. Et ce doc, c'est bête, encore une fois, hein, c'est bête à dire, mais ce doc, en étant adopté par l'intégralité des équipes, donc aussi bien les équipes tech que les équipes métiers, a permis d'aligner tout le monde sur un même niveau de lecture, à la fois du poids des projets, mais aussi de la vision des projets à long terme, et en même temps de ce qui représentait comme effort, aussi bien côté métier que côté technique. Ensuite, un exercice qu'on a mis en œuvre et qui est maintenant assez récurrent, c'est toute la partie lotissement et priorisation.
Et finalement, cette partie lotissement et priorisation, elle paraît simple. Découper un projet en des lots apportant de la valeur et atteignable rapidement, ça paraît simple. Dans les faits, pouvoir le faire tout en alignant l'intégralité des tribus ou des squads d'une boîte et les organisations métiers de l'autre côté, c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que dans des organisations comme Solocal, par exemple, on va se retrouver confronté côté métier à des instances représentatives du personnel, à des syndicats, pour lesquels il y a un processus d'évolution et de transformation de l'organisation qui est très précis et qui est réglementaire et pour lequel on peut pas transiger. Parallèlement, on jongle entre des systèmes qui sont, comme je le disais, des systèmes de legacy et des systèmes qui sont des systèmes plus modernes, des plateformes plus modernes. Et pour le coup, de la même manière, aligner les efforts sur ces différentes plateformes et ces différents outils avec ces différentes équipes est pas toujours chose aisée. Donc finalement, tout ça, ça donne lieu à un exercice de lotissement et de priorisation qui est un exercice assez complexe, qui est souvent pris à la pince à épiler, mais qui nous permet d'avoir une vision assez claire pour pouvoir déterminer et défendre les budgets dont on a besoin pour faire évoluer l'organisation et assurer la transformation du groupe. Et enfin, l'exercice de priorisation budgétaire, qui est effectivement un exercice itératif, où on va challenger un certain nombre de projets, de programmes et les lots à l'intérieur de ces projets et de ces programmes, puisque comme vous le savez probablement, on a souvent donc une enveloppe CAPEX qui est plus ou moins importante en fonction des organisations, et ensuite elle a pour objectif d'être répartie en fonction des équipes, en fonction des priorités, etc. Et donc cet exercice-là, il est à la fois top-down dans le sens où l'organisation va avoir des guidelines sur la répartition de ses investissements, mais il est aussi bottom-up, puisque un certain nombre de sujets doivent être défendus pour être portés, soit parce qu'ils ont un impact très fort sur la satisfaction client, soit parce qu'ils ont un impact très fort sur la transformation interne de l'organisation, etc., etc. Et cet exercice de priorisation budgétaire, il est évidemment séquencé avant le début de l'exercice budgétaire suivant, et pour le coup, dans ce cas bien précis, plusieurs mois avant, afin qu'on soit prêt à rendre une photo globale et cohérente parmi tous les différents départements qui travaillent sur la transformation de l'entreprise, au COMEX qui lui-même va arbitrer et finalement rendre la décision finale de ce qui va être priorisé et comment, et avec quel budget. Donc on arrive finalement à une attribution de budget par projet, mais qui est redescendue dans les squads dans une logique capacitaire et qui permet d'appliquer du coup des développements agiles sans forcément se reposer uniquement sur cette logique, puisqu'elle s'aligne plutôt avec un rythme d'évolution des organisations qui est prédit. Donc pour le coup, c'est là où on arrive à un mode de fonctionnement qui nous permet aujourd'hui, en tout cas, de gérer à la fois les exercices budgétaires, mais surtout la priorisation et notre capacité à atteindre nos objectifs stratégiques d'une année sur l'autre de manière beaucoup plus sereine, de manière beaucoup plus cadencée, tout en gardant un minimum d'agilité pour pouvoir réagir quand il y a des facteurs qui viennent changer la situation, qu'ils soient, comme je le disais tout à l'heure, qu'ils soient internes ou qu'ils soient externes, et qui nous poussent à devoir revoir nos priorités. Donc, c'était un court exemple et c'était quelques éléments que je souhaitais partager avec vous parce qu'ils me paraissent pertinents, parce que c'est du temps de réflexion. Et la question que je me pose, c'est et aujourd'hui, ce que je souhaitais partager avec vous, c'est surtout un échange, parce que moi j'ai effectivement constaté ça chez Solocal, mais je me demande si ailleurs on est face aux mêmes problématiques, on est face potentiellement aux mêmes éléments de réponse, ou si au contraire on a trouvé d'autres solutions qui marchent tout aussi bien. Et évidemment, on parle souvent de tout cet univers et de la transformation agile, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez pu vivre, observer, qu'est-ce que vous avez pu driver, comment est-ce que vous l'avez fait? Enfin voilà, ce qui m'intéresse, c'est d'échanger avec ceux qui sont présents ce soir sur ces différents éléments, pour alimenter à la fois ma réflexion, probablement ajuster, corriger les éléments que je propose, et essayer que ensemble, d'une certaine manière, on construise un modèle qui soit de plus en plus robuste et applicable partout. Donc, je ne sais pas si
comment dire, la fin de mon speech, ou en tout cas, c'est maintenant. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a des questions déjà. Et sinon, voilà, je vous en propose quelques-unes pour essayer d'orienter la conversation, mais je vais peut-être laisser Tiffany reprendre le lead. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont écouté, et j'espère que ça vous, comment dire, ça vous titille la curiosité comme ça l'a été pour moi, et qu'on peut en discuter maintenant. Merci Thibaut. Du coup, ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Déjà, il y a Arthur qui avait mis, ouais, une petite réflexion avant, parce que ça rejoignait un peu le fonctionnement, par Epic qu'on retrouve dans les modèles, comme Safe. Ouais, tout à fait. Portfolio management. Tout à fait. Pour avoir regardé un peu Safe de plus près, le modèle par Epic, il a une vertu qui est de justement d'avoir l'objectif de pouvoir aligner des plateformes ou des systèmes différents. Moi, ce que je constate dans la vraie vie, c'est que effectivement, il le permet à l'échelle de, on va dire, quelques outils, quelques plateformes, mais que dès l'instant où on commence à avoir une démultiplication de plateformes, là, ça commence à devenir très compliqué. Et ce que je constate aussi, mais encore une fois, je suis pas un expert de Safe, et j'ai pas eu l'occasion d'appliquer la méthode jusqu'à présent, d'ailleurs. J'ai jamais vu et j'ai jamais ressenti la capacité à pouvoir prioriser, ou en tout cas formaliser des épiques sur des systèmes au même titre que des épiques sur des métiers. Et c'est là toute la base de ma réflexion, en fait. Je me suis toujours senti, en tant que responsable de la transfo plutôt côté métier, je me suis toujours senti lésé vis-à-vis d'un fonctionnement en agile qui finalement va peut-être moins regarder cette partie-là. Donc pour le coup, je suis vachement curieux de savoir si vous avez vu ce fonctionnement Safe et Epic fonctionner avec des problématiques purement métiers qui permettaient d'aligner les deux. Et s'il y en a qui ont des questions ou même qui veulent partager, soit par écrit, soit je peux vous inviter sur scène. Je sais pas si par exemple Arthur. Yes, ce sera aussi simple. Alors, Ouais, ce sera plus simple et plus sympa. bonjour Thibaut. Yes, oui, oui. Pour le coup, moi j'ai participé au déploiement de Safe chez Orange France l'année dernière et début d'encore année précédente, où on faisait à la fois effectivement la transformation sur le développement des produits, hein, et des services digitaux, et on l'utilisait aussi pour les aspects d'architecture transverse et les aspects de technologie transverse et de change. Alors ça marchait moins bien côté change parce que disons que les experts de la transfo avaient un petit peu plus de mal à s'appliquer leur bonne pratique qu'ils ne voulaient qu'elle s'applique aux équipes. Mais ça fonctionnait plutôt bien. En fait, nous on réussissait à travailler ce lotissement des projets et des programmes de transfo en appliquant le design thinking en fait aux différents items. C'était en fait la porte d'entrée par laquelle j'étais passé à l'époque. Et en fait, par nature, ça amenait cette notion de lotissement, de MVP, et de petits incréments, qui faisait que ça devenait, ça devenait possible en tout cas de déverser ces projets petit à petit dans les capacités de production entre guillemets dans les équipes, quoi. Et du coup, ça m'amène une question. Est-ce que tu as eu le phénomène, alors je ne sais pas s'il a été théorisé ou s'il existe, mais le phénomène du MVP constant, c'est-à-dire, moi ce que j'ai remarqué aussi, c'est que on va souvent avoir tendance à du coup lancer un nouveau projet, pas nécessairement avoir cette définition un peu précise, globale de la vision de ce vers quoi on veut amener le truc à terme, et du coup parfois de faire de MVP en MVP sans jamais vraiment toucher ou terminer cette logique. Je sais pas si toi tu as vu ça. C'est ça, en fait, il y avait tellement des pics, en fait, de gros projets en parallèle, que rapidement les lotissements 2, 3 étaient moins prioritaires que les nouveaux sujets qui arrivaient. Et du coup, effectivement, on avait du mal à faire cette amélioration sans que ce soit de l'amélioration continue, quoi, par les équipes, et on faisait des tout petites améliorations, voilà, en bottom-up, quoi, mais les visions produits avaient effectivement du mal à aller jusqu'au bout, quoi. Non, c'est clair.
Après, nous, on était là aussi pour comment dire, les forcer, quoi, à Ouais, bien prioriser, à reprioriser tout le backlog à chaque fois en fonction des projets qui arrivaient, et puis à aller tester et récupérer du feedback client en permanence, quoi. Donc là-dessus, comme ça, on arrivait à maintenir un certain engagement sur certains sujets. Mais c'est vrai que voilà, on avait ce biais-là, ouais, c'est clair. ok. Ok. Non, mais du coup, ça fait complètement écho à ce que j'ai pu vivre ou justement aux questions que je continue à me poser parce que malgré le fait d'avoir réussi à implémenter 2-3 trucs de ce type-là qui permet justement de réconcilier un peu les deux, on tombe toujours dans le travers de dire que bah voilà, on lance un MVP, finalement ça tourne, ça colle pas tout à fait à la vision qu'on avait en cible, mais ça tourne, donc on a parfois tendance à attendre que ça pète pour se reposer les bonnes questions et, et finalement pousser vers la vision cible qu'on s'était définie à la base, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir les feedbacks des feedbacks terrain, tu vois, bien concrets. Et l'autre aspect, c'était un rôle qui est compliqué, c'est le rôle qu'on appelle Epic Owner dans Safe, c'est les porteurs de ces initiatives, de ces projets, en fait, qui sont censés être les arbitres de quand l'Epic est terminé. Et le truc, c'est qu'en parallèle, tu es censé avoir un certain nombre d'épiques en parallèle maximum, tu vois, pardon, excuse-moi, c'est la fin de la journée, mais bon, t'es pas censé avoir 1000 initiatives en parallèle, quoi, tu te mets une limite, et tu n'enclenches un épique que quand il y en a une qui est terminée, quoi. Du coup, en théorie, tu es censé gérer ça. Maintenant, le problème, c'est que les responsables des épiques sont des chefs de projet qui ont leur périmètre et qui donc à la fois, enfin, ils sont tous en train de se tirer dessus pour que tout le périmètre soit développé, quoi. Donc tu te retrouves avec le biais que tu as là, quoi. Mais ouais, Ok, et du coup, c'est rigolo, ça, c'est plutôt les chefs de projet qui sont dans cette posture-là et pas les sponsors ou les business owners ou après, ça porte plein de noms, mais. C'était, ouais, en fait, les business owners, ils étaient trop hauts dans l'organisation. D'accord. Donc ouais, c'était plutôt des gros chefs de projet, quoi, disons, qui faisaient ce Ouais. rôle-là. Mais ouais, bon, c'est quelque chose qu'ils ont dû ajuster d'ailleurs depuis. C'était encore un peu instable quand je suis parti. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Ouais, pas de souci, plaisir. Je sais pas s'il y en a qui ont d'autres questions ou pareil, des points de vue à partager, un retour d'expérience ou quoi? C'est le moment. En tout cas, merci Thibaut pour cette présentation. C'était vraiment cool. Heu, Rapide mais efficace. Bah ouais, j'espère. Après, je sais pas si je peux vous passer le support, si ça intéresse quelqu'un. Bien évidemment, moi, je suis open pour le partager. Je suis évidemment enfin, j'essaierai de me rendre dispo, en tout cas, si jamais il y a des questions complémentaires. Si vous voulez en discuter, je suis avec plaisir pour démarrer une conversation sur cette thématique ou sur d'autres. Donc voilà, faut pas hésiter. Et puis Tiffany, je te laisse potentiellement faire le pont entre les deux, mais avec Ouais. grand plaisir. Et merci encore pour la possibilité de partager 2-3 petits éléments sur lesquels je travaille depuis longtemps. Et puis voilà, hâte que ça puisse servir ou en tout cas que ça puisse alimenter des réflexions à minima, quoi. Mmh. Ah, il y a Estelle qui est en train d'écrire. Je pense que, ouais, la présentation, si tu veux bien la partager, je pense que je pourrais leur envoyer avec je sais pas si tu veux, bien, je peux mettre, ton contact et ouais, la présentation comme ça, s'il y en a Bien qui sûr. veulent, Ouais, avec grand plaisir. OK, cool. Bah, s'il y a pas d'autres questions, on va vous laisser, mais en tout cas, merci Thibaut. C'était vraiment un super webinaire, simple, Bah, efficace. merci beaucoup. Merci à toi Génial. et puis merci à tous ceux qui ont pu se connecter. J'espère que vous avez pas trop pris le sujet en route et que vous avez pu suivre le truc Ouais, et à dispo pour en discuter par ailleurs. Voilà. ça marche et au cas où, bah, il sera dispo en replay, donc si vous voulez, regarder le début que vous avez raté ou le partager à quelqu'un, qui serait intéressé, bah, n'hésitez pas. En tout cas, bah, bonne soirée à tous et merci encore. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.